On a rendez-vous dans quelques minutes sur cette fameuse aire d'autoroute. En 15 ans de journalisme, j'ai jamais vu autant de précautions. Aujourd'hui, on enquête sur le médicament utilisé pour le suicide assisté en Suisse. Le pentobarbital. Un produit mortel et strictement encadré. Enfin, en théorie, parce que ce qu'on a découvert fait froid dans le dos. Vous allez le voir dans cette enquête, certaines doses pourraient disparaître purement et simplement dans la nature. Alors, le flacon qui contient la dose, il est étiqueté comme ça, avec la mention dose létale et l'identification du patient. Attention, avant d'aller plus loin, je dois vous prévenir, cette enquête est très sensible. Alors, plusieurs avertissements. Le premier, c'est que vous n'êtes pas seul. Si vous ou l'un de vos proches est en souffrance, vous pouvez contacter à tout moment la main tendue au 143 si vous êtes en Suisse, ou pour les plus jeunes, au 147, et pour la France, le 3114 est à votre écoute. Mon second avertissement est tout aussi important. Le code de déontologie des journalistes est strict et impose la plus grande retenue sur la question du suicide, notamment lorsque l'on parle des produits et des méthodes utilisées. C'est pourquoi une grande partie des images que vous allez voir seront floutées et que dans cet épisode, exceptionnellement, je ne pourrai pas vous montrer tous les sites utilisés. Enfin, en tant que journaliste, mon rôle n'est absolument pas de juger si le suicide assisté est moral ou non. Pour cette enquête, seul l'aspect légal va guider notre travail. Et vous allez le voir, nous avons pu accéder à des documents confidentiels internes qui révèlent l'envers du décor d'Exit, l'une des plus grosses associations d'aide au suicide en Suisse. Vous avez annulé notre interview, pourquoi est-ce que vous avez fait ça ? Pour tout vous dire, quand j'ai commencé cette enquête, j'ai bien cru que j'y arriverais pas, que je tiendrais pas. Mais c'est la ténacité et le courage d'un lanceur d'alerte qui m'ont donné la force de continuer pour révéler aujourd'hui l'une des failles de sécurité majeures dans le système suisse d'aide au suicide assisté. En fait, tout a commencé via un message reçu via Source Sûre, la plateforme dédiée aux lanceurs d'alerte qui permet de nous contacter sans que personne ne puisse remonter jusqu'à vous. Cette plateforme, je vous en ai déjà parlé longuement dans cette enquête que vous pouvez retrouver comme toutes les autres sur le Play RTS, mais fin du suspense, voici ce que le message disait. La population devrait savoir comment fonctionne l'accompagnement de fin de vie en autodélivrance. Je suis accompagnateur fin de vie. Durant mon parcours, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes. Je dénonce aujourd'hui anonymement car les recours explorés, notamment auprès d'un juge, ne me permettent pas de rester protégé. Aucun suivi des potions létales n'est mis en place. Des flacons de pentobarbital se promènent donc dans la nature, comme autant d'armes non déclarées. Je n'ai jamais suivi de formation à proprement parler. Des salariés font des accompagnements pour arrondir leur fin de mois, ce qui est contraire à l'éthique et article 115. Waouh, médicaments, argent, failles de sécurité, je sais pas encore dans quoi on se lance, mais ça risque d'être du costaud. Alors j'ai relancé la conversation et par chance, le lanceur d'alerte s'est reconnecté sur la plateforme et m'a répondu. Et pendant plusieurs jours, j'ai reçu des messages anonymes provenant d'un email aussi sécurisé que mystérieux. Normalement, dans cette première phase d'enquête, j'essaye toujours de poser un maximum de questions et de récupérer des éléments de preuve tangibles. Mais là, ultra compliqué. En fait, cette fois-ci, tout ce que j'ai pu obtenir, c'est une date et un lieu pour se rencontrer au milieu de nulle part et surtout bien à l'abri des regards. Bon, il est 7h50 du matin, le jour est même pas vraiment levé. On a rendez-vous dans quelques minutes sur cette fameuse aire d'autoroute. Franchement, je sais pas quoi vous dire, c'est hyper étrange comme situation. On sait toujours pas qui on va rencontrer, ni même ce que cette personne va nous dire. J'ai jamais vu ça en 15 ans de journalisme, j'ai jamais vu autant de précautions. Alors d'un côté, je suis un peu excitée, je me dis que ça va être du lourd, mais d'un autre côté, je me dis, ça se trouve, je vais être déçue, ça se trouve, c'est un piège, mais il y a qu'une seule façon de le savoir, c'est d'y aller et de le rencontrer. Donc c'est parti, on y va. Ce premier rendez-vous, je ne ressors pas avec des documents, je ne ressors pas avec une clé USB ou un disque dur, non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En fait, l'objectif, c'était vraiment de se rencontrer une première fois, de se juger. Je pense que là, clairement, le premier cap, il est franchi. Maintenant, il y a énormément de questions qui se posent, beaucoup de travail en perspective. Bon, on a parlé pendant des heures, mais en substance, voici ce qu'il m'a dit. En fait, avant chaque suicide assisté, ce sont les accompagnateurs de l'association Exit qui se rendent en pharmacie pour récupérer la dose létale. Généralement, pour faciliter l'organisation, les doses sont récupérées la veille ou quelques jours avant. Jusque-là, rien d'anormal. Mais des fois, il arrive que les gens décèdent de manière naturelle juste avant le jour fixé par l'association pour leur suicide assisté. Et c'est là que se situerait le problème. Ce qu'il m'a dit, c'est donc qu'il existe des doses non utilisées
et que ces doses ne retourneraient pas toutes en pharmacie. Ok ? Mais comment je vérifie un truc pareil, moi ? Première chose à vérifier, c'est la substance en elle-même. Comme son nom l'indique, ce médicament est un barbiturique utilisé pour donner la mort. Ensuite, j'ai vérifié, ce médicament tombe sur le coup de la loi sur les stupéfiants, comme la morphine par exemple. Donc a priori, gros contrôle et grosse traçabilité. Pour dire les choses autrement et peut-être sans détour, on parle bien d'un produit létal, et donc en clair, qui pourrait être utilisé pour un meurtre. À force de demander des preuves, le lanceur d'alerte nous a mis en contact avec un pharmacien qui exerce en Suisse romande. Nous l'avons rencontré et il nous a transmis son témoignage, mais vous ne le verrez pas car il risque son emploi. Pour sa sécurité, nous avons demandé à un comédien de redire ses propos. Alors quand j'ai été sollicité pour délivrer du pentobarbital, j'ai rapidement accepté, parce que c'est le cœur de notre métier, c'est la dignité de nos patients. Mais à mon sens, il serait important d'améliorer la traçabilité de cette substance. Le pentobarbital, c'est un stupéfiant qui devrait, à mon sens, demander une attention et des précautions toutes particulières. Mais ce que je constate, c'est que le niveau d'exigence de sécurité dépend malheureusement grandement des différents acteurs impliqués, que ce soit la pharmacie, le prescripteur ou les accompagnateurs. Alors, le flacon qui contient la dose, il est étiqueté comme ça, avec la mention « dose létale » et l'identification du patient. On sait en tout temps, en consultant notre registre des stupéfiants, les quantités reçues, les quantités délivrées, et à quels patients elles ont été délivrées, et les quantités présentes dans notre coffre. En interne, donc, la traçabilité est assurée. Le gros problème, c'est après. Parce qu'une fois la potion sortie de notre officine, on n'a plus de regard possible. Lorsque j'ai commencé à délivrer les potions, j'étais persuadé qu'il n'y avait que deux issues possibles. Soit la potion était délivrée au patient, soit la potion non utilisée était saisie par les autorités afin d'éviter que des doses non employées soient dans la nature. Alors je me pose une question. Et si demain l'accompagnateur décidait de ne pas nous rendre la potion non utilisée ? Ok, je sais ce que vous allez me dire. À ce stade, je n'ai toujours aucune preuve. Les deux hommes se connaissent, ils pourraient être très bien de deux mèches et m'envoyer sur une fausse piste. Il faut donc faire extrêmement attention et vérifier tout ça par nos propres moyens. C'est à ce moment que j'ai reçu un nouvel email du lanceur d'alerte avec un document crucial pour la suite de cette enquête. La liste de toutes les pharmacies qui distribuent la fameuse potion, comme l'appellent les membres d'Exit. Au total, il y en a une vingtaine, alors je me suis dit que j'allais tenter ma chance par téléphone. Oui, bonjour, c'est Cécile 31, journaliste pour la RTS, pour l'émission Vraiment. Je vous appelle parce que j'aurais voulu des renseignements au sujet du pentobarbital. Est-ce que vous délivrez toujours ce produit dans votre pharmacie ? J'ai des ordres de ma direction. Je ne peux répondre à aucune question de journaliste. Tapez 1 pour toute demande client. Tapez 2 si vous êtes professionnel de santé. Vous arrivez à appeler d'ici 2 heures ? Je vais pas répondre à ça au téléphone. Et si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas utilisé cette dose, qu'est-ce que vous en faites quand quelqu'un vous la retourne en pharmacie ? Faudrait que vous contactiez la centrale. Faudrait appeler la pharmacienne responsable demain. Juste un petit instant, s'il vous plaît. Merci quand même, bonne journée. Mais est-ce que vous pouvez me donner des chiffres sur combien vous en avez délivré en 2023, 2024 ? Alors vous donner des statistiques, c'est exclu, parce que c'est vraiment confidentiel. Les autres pharmacies vous ont répondu à ces questions ? Ah bah, je suis en train de faire le tour de toutes les pharmacies, donc... Et puis on vous répond ? Pour l'instant pas. Vous êtes mal barré. La dose, elle part et basta. Le pharmacien, il a un ordre médical, il donne l'ordonnance, il donne le produit, et puis stop. On fait pas de traçabilité a posteriori. Et par email, c'est pas vraiment mieux. Nous ne sommes pas intéressés à participer à ce reportage. Nos conditions de stockage et de destruction des produits répondent aux bonnes pratiques réglementaires pour les produits chimiques et pharmaceutiques. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas vous transmettre des chiffres concernant la remise de ce produit dans notre pharmacie. Des fois, je vous le cache pas, ce type de réponse, ça m'exaspère et j'aimerais vraiment être une petite souris pour savoir ce qui se cache derrière ce type de communiqué. Mais cette fois, j'ai obtenu tout l'envers du décor grâce à notre pharmacien anonyme. Et tenez-vous bien, voici l'email que toutes les pharmacies ont reçu juste après ma demande. À la demande de Madame vice-présidente de l'association, je vous informe qu'une journaliste se renseigne actuellement auprès des pharmacies au sujet des doses de pentobarbital. Nous vous prions de ne donner aucun renseignement à cette personne, ceci étant strictement confidentiel.
Mais pas de chance, je suis sacrément têtue. Alors le soir même, j'ai retenté. Et une pharmacienne a accepté de m'en dire un peu plus par téléphone. Je fais partie des pharmacies qui en délivrent, mais par contre, c'est quelque chose d'extrêmement confidentiel. J'accepte de vous parler, mais il faut vraiment pas qu'on puisse nous identifier. Ok, je comprends, mais est-ce que je peux vous citer ? Oui, ça je suis d'accord, parce que je comprends la légitimité de vos questions et de votre recherche. C'est vrai que c'est un sujet qui interpelle beaucoup, mais nous, on est obligés de se protéger. Mais est-ce que vous pouvez me donner des renseignements statistiques sur le nombre de doses que vous avez délivrées au cours de ces dernières années ? Alors des statistiques, ça c'est exclu, parce que c'est vraiment confidentiel. Mais vous pouvez me dire pourquoi c'est si délicat de transmettre ces statistiques ? Vu que je fournis principalement à Exit, c'est comme si je vous donnais les statistiques d'achat d'un client. C'est des données sensibles, parce que ce sont des données médicales, c'est confidentiel. Mais j'ai une question très importante. Lorsqu'une dose vous est retournée en pharmacie parce qu'elle n'a pas été utilisée, comment ça se passe concrètement dans votre pharmacie ? Le processus pour une dose non utilisée est simple, elle est mise à la destruction, tout simplement. Par vous ou par le pharmacien cantonal ? On la met dans les médicaments à détruire avec le reste des médicaments. Et c'est fréquent ? Non, c'est rare, 1 à 2 fois par année maximum. Mais comment on s'assure que l'accompagnateur ou l'accompagnatrice remet effectivement la dose non utilisée en pharmacie ? Quel type de traçabilité il peut y avoir là-dessus ? Absolument aucune. On a l'ordonnance, on délivre le produit et puis après, je ne vais pas regarder les annonces nécrologiques pour vérifier si la personne est bien décédée ou pas. Et pour vous, ça pose pas de question de sécurité ? Comment vous voulez faire ? Il faudrait avoir la preuve qu'il a été utilisé. C'est juste impossible, là. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut éviter qu'il y ait des doses qui partent sur le marché noir ou qui finissent à l'étranger ? On remet la dose que si on est sûr de la personne à qui on la remet. Elle est connue, elle est identifiée, elle signe l'ordonnance comme quoi elle l'a reçue. Tout repose sur la confiance qu'on a dans l'association Exit, en fait. Évidemment, immédiatement avec mon équipe, on a contacté les polices et les pharmaciens cantonaux, convaincus que pour un sujet aussi sensible, on allait obtenir des données précises et chiffrées. Mais vous en doutez, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Il n'y a pas de dose non utilisée. Si la personne devait décéder de mort naturelle avant l'assistance au suicide, les médecins gèrent la substance. Le pentobarbital restant, ou les éventuelles doses de réserve, doivent être éliminées par les organisations d'aide au suicide elles-mêmes. En 18 années, seules 2 doses ont été détruites. En gros, toutes les administrations ont renvoyé vers un seul et unique document, celui-ci, la prise de position des pharmaciens cantonaux, publiée en mai 2023. Les préparations doivent être clairement identifiées au niveau du stockage et mis sous clé. La dose prescrite pour un patient particulier ne peut pas être utilisée pour une autre personne. L'élimination de toutes les préparations non utilisées avec du pentobarbital est effectuée directement par l'autorité cantonale compétente. Sur le papier, le protocole semble très clair. En cas de dose non utilisée, par exemple si le patient venait à décéder avant la date fixée pour son suicide par l'association Exit, la dose doit revenir en pharmacie et doit être détruite. Mais dans les faits, tout le monde se renvoie la balle et les contrôles sont très restreints, 1 tous les 5 ans environ, voire moins, faute de moyens. Et le plus fou encore, c'est que les chiffres fournis par les cantons en termes de suicides assistés, donc de doses potentiellement utilisées, ne correspondent même pas aux chiffres fournis par l'association Exit. Comme ici dans le Jura, où Exit déclarait 19 cas en 2023 contre 16 enregistrés par le ministère public, et en 2022, 11 cas contre 14 enregistrés par le ministère public. Alors qui dit vrai et pourquoi une telle différence ? Impossible de le savoir. Mais une chose est sûre, si les chiffres des décès ne sont pas fiables, alors comment s'assurer qu'il ne manque pas 3 doses par ici ou 3 doses par là ? Cela semble très compliqué. À ce stade, il faut retenir une chose. Le lanceur d'alerte disait vrai. Il y a bien une faille de sécurité. En Suisse, la traçabilité de ce produit est lacunaire. Des flacons peuvent donc facilement se retrouver dans la nature. Après ces découvertes, on a tout de suite contacté l'association Exit pour obtenir une interview face caméra, car dans ce système, tout repose sur la confiance que l'on accorde à ses membres, qu'ils soient médecins ou accompagnateurs, lorsqu'ils vont récupérer les doses en pharmacie. Après de nombreuses hésitations, un rendez-vous a finalement été fixé dans les locaux de la RTS le 10 décembre 2024. Bon, malheureusement, Exit a décliné notre interview. Pourtant, l'association genevoise avait proposé 4 dates. On en avait sélectionné une avec eux. Mais au final, les coprésidents nous ont invoqué une raison majeure pour ne pas donner suite à cette rencontre et laissant toutes nos questions en suspens. Ok, mais ce silence ne doit en aucun cas nous empêcher de continuer à enquêter. Bien au contraire. Et vous allez le voir, nos découvertes sont allées
crescendo. Pour continuer, on s'est demandé où finissent ces doses et est-ce qu'elles alimentent le marché noir. Fouiller toute seule Internet et les réseaux, c'est impossible, alors c'est le moment pour moi d'appeler ma communauté d'enquêteurs en ligne. Si vous nous suivez depuis le début, vous les connaissez, ce ne sont pas des journalistes, ils sont étudiants, salariés, retraités pour certains. Ils ont tous un point commun, ils sont passionnés de recherche en ligne et ça tombe bien parce que pour cette enquête, je vais avoir besoin d'eux pour fouiller Internet et le Darknet, c'est-à-dire les pages cachées d'Internet qui ne sont pas indexées et donc invisibles lors d'une recherche classique, mais largement, très largement utilisée même par l'économie souterraine. Hello à tous, vous allez bien? Ah super, je vois que Nils est arrivé, Brice, Karine, Aileen, trop bien, on va être nombreux. J'en profite pour dire bienvenue aux nouveaux. Est-ce que vous voulez vous dire quelques mots pour vous présenter? Je m'appelle Lucas, j'ai 28 ans, je travaille dans le domaine de la santé, comme ambulancier principalement et dans la qualité des soins aussi. Bonjour, merci. Je suis basé dans le canton de Neuchâtel, un spécialiste en sécurité informatique et infrastructure informatique. Eh bien, bienvenue dans Vraiment. Alors aujourd'hui, j'aurais besoin de vous pour enquêter sur Exit et plus précisément sur le pentobarbital. Je sais que c'est un sujet sensible et je respecte totalement vos positions, vos opinions là-dessus. Donc peut-être avant même de commencer, si vous avez la moindre question. Ouais, Natacha, vas-y. Est-ce que ça peut porter tort à Exit, en fait, de faire ce sujet? Et moi, c'est un peu une préoccupation parce que je suis très pro-Exit. Voilà, est-ce que si tu sors une enquête comme ça en disant, voilà, il y a des produits, enfin, ça pourrait porter un tort déjà qui sont tellement dans le collimateur? Ouais, je comprends et je partage complètement ton inquiétude. Ce que je peux dire, c'est que le but de cette enquête, c'est pas de porter atteinte à Exit, mais uniquement de se concentrer sur l'aspect sécuritaire, savoir si des doses finissent dans la nature ou alimenteraient un trafic international, par exemple. Donc notre objectif, c'est juste d'aller fouiller sur Internet pour voir où finissent ces doses, d'accord ? Est-ce que déjà, il y en a qui sont à l'aise pour aller faire des recherches sur le Darknet? Un peu, moyen, pas du tout? Marion, je vois que tu fais la moue. Et toi, Karim? Comme Marion, je l'ai jamais fait, mais je suis partant pour essayer. Ok, alors vous inquiétez pas, on va y aller étape par étape. Donc en fait, la difficulté, une fois que vous serez connecté, c'est de trouver les bonnes adresses des vendeurs. Et attention, je reprécise bien les règles ici, on commande rien, on ne fait que regarder, que s'informer, surtout on franchit absolument pas cette ligne rouge déontologique. C'est vraiment super important pour que cette enquête se passe bien. Tout ce qu'on veut savoir, si jamais vous avez des échanges avec les vendeurs, c'est combien ça coûte, sur quel site on peut trouver ces doses, et surtout, est-ce qu'il y a des doses suisses qui sont revendues sur ce marché noir, c'est ok? Ah, et je vais vous partager un document de travail collectif comme pour chaque enquête. Si vous trouvez des photos, des tarifs, faut bien faire des captures d'écran, faut bien sauvegarder toutes les pages que vous trouvez. Oui, Aileen, je vois que tu lèves la main. Je sais que sur Telegram, il y a vachement, et là, juste, tu mets il y a déjà plein de groupes. Trop bien pour Telegram déjà. Je te laisse essayer de les contacter pour avoir plus d'infos, Aileen. Je sais pas si c'est le genre d'initiative que je peux prendre, mais le c'est un nom commercial et du coup à travers le monde il se vend sous plein de noms commerciaux. Je pourrais éventuellement faire une liste des formes les plus courantes pour qu'on puisse avoir une liste un peu exhaustive de ce qu'on doit rechercher éventuellement. Ouais, excellente idée, ça peut être super utile, avec plaisir. En France, c'est justement à cause de ce marché noir que des militants de l'association Ultime Liberté, une association qui milite en faveur du suicide assisté, se retrouvent actuellement devant la justice. Ce matin, une grande opération contre des militants pro-euthanasie en France pour des soupçons de trafic d'un puissant anesthésiant interdit en France depuis les années 90 et qui est parfois utilisé pour l'aide au suicide. Je vous propose de contacter l'une de ses dirigeantes, Claude Ury. C'est une militante de la première heure en faveur du suicide assisté en France et elle aide très régulièrement des personnes à se procurer des doses, ce qui lui a valu de voir débarquer la police un petit matin chez elle. J'ai accompagné la première fois une personne qui est devenue une amie en 2007 à Dignitas, à Zurich. Et donc, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que l'on développe pour la France. Donc, c'est pour ça que vous avez créé votre association Ultime Liberté. Votre but, c'était quoi ? Avoir accès aux produits létals et être entouré, pouvoir finir entouré avec ma famille, mes amis, ceux qu'ils souhaitaient. Mais est-ce qu'il y a eu une tentation de votre part de rapporter des doses vous-même directement de Suisse pour aider ? Non.
Nous, dans notre fonctionnement, c'est chaque personne qui est responsable de sa commande. Nous, on ne fait aucun achat, on ne va nulle part. On n'a pas de stock. D'ailleurs, quand ils sont venus, les gendarmes perquisitionner chez nous, en tant que présidente et mon compagnon secrétaire général, ils n'ont rien trouvé parce qu'on n'avait rien, évidemment. On n'est pas bêtes. Mais alors, je comprends pas. Pourquoi est-ce que vous êtes poursuivis au juste ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on est poursuivis parce que on a donné ces adresses à nos adhérents. Parce qu'en France, le pentobarbital est considéré comme une drogue de classe A, c'est-à-dire que dans les pharmacies, c'est interdit d'en avoir, c'est interdit d'en commander. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce qu'il y a des doses qui sortent toujours de Suisse ? Est-ce que c'est ou c'était une source d'approvisionnement pour les membres de votre association ? Vous, c'est quoi votre expérience ? Dès 2005, quand je suis allée à Paris, j'étais avec donc le docteur Guyot et à l'époque à la DMD, lui entre autres avait une filière en Suisse, donc avec une pharmacienne. Ça s'est arrêté, il y a eu des dénonciations, c'est pareil, donc voilà. Ok. Et après, ça s'est passé comment ? Au début, on a trouvé des adresses en Chine. Puis les adresses après, la source chinoise s'est arrêtée. Donc là, on a trouvé le Mexique. Et c'est à partir de là que il y a eu cette enquête et cette dénonciation au niveau de celui qui envoyait partout dans le monde, parce qu'il n'y avait pas que la France. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi la traçabilité des produits en Suisse est si importante. En fait, tant que la demande sera forte en France et à l'étranger, eh bien les risques seront très élevés. Allez, c'est le moment pour moi de rappeler la communauté pour voir ce que ça a donné. Alors, vous avez trouvé des choses ? J'ai fait ce que je sais faire, vraiment des recherches basiques. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je trouve intéressant que ça soit mis à disposition avec cette facilité, à disposition de gens de mon âge qui ont une connaissance très limitée du net. Ouais, c'est super intéressant. Et en plus, toi, Philippe, t'es dans la cible de ces vendeurs. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de voir comment est-ce que t'as recherché, quels mots-clés t'as mis et qu'est-ce que t'as retrouvé en faisant une simple recherche Google classique. Quitte à après lui poser discuter en faisant comme si t'étais intéressé à acheter, etc. Et puis dire... d'où est-ce que ça vient ? J'aimerais vraiment m'assurer que c'est quelque chose de traçable, d'avoir la réponse. Je sais pas si ça, c'est la limite de ce qu'on... Ouais, mais vous allez pas plus loin que ça, hein. Vous demandez conditions de livraison, provenance, prix, mais pas plus. On reste dans cette zone-là. Et les autres, ça a donné quoi ? Vous avez pu vous connecter au Darknet ? Aline, tu veux te lancer ? Et en fait, je me suis souvenu que j'avais une sorte de moteur de recherche. Je sais pas si moi, je peux partager mon écran peut-être pour montrer... Essaye, oui, carrément, je te donne la main. Et puis ça m'a mis plein d'oignons. Aileen, tu peux revenir à la page où tu étais avant, il y avait toute la galerie. Là. Tu peux aller sur celui qui est en bas à gauche. Mais parce que celui-là, il ressemble vraiment à... C'est la suisse, toi. Mais là, c'est des pills. Je me demande s'ils ont pas repompé une image. Et là, on sait dans quel pays on est, par exemple, parce que c'est en euros. Operating from our facilities in Germany, Switzerland and France. Regardez là, ils citent même la Suisse dans leur descriptif avec une mention à Dignitas pour garantir la qualité du produit, on dirait. Il y a tout, quoi. Ouais, c'est complètement flippant. Moi, je me suis aussi créé des adresses mail bidons, poubelles, pour contacter des vendeurs sur le Darknet. Et puis, j'ai posé pas mal de questions sur la provenance, sur les prix. Donc déjà, ils me confirment, il y en a 2 qui me confirment que ce sont bien des produits suisses qu'ils peuvent envoyer. Là, vous voyez, il y a des tarifs. Donc, on est à 7 900 € ou 8 000 la dose quand ça vient de Suisse. Et il y en a un qui me dit que ce sera envoyé sous forme de gouttes pour les yeux et l'autre qui me dit que ce sera envoyé sous forme de sirop pour la toux. Donc les réponses, elles sont hallucinantes. C'est vrai que ces tarifs sont hallucinants, surtout quand on sait qu'une dose achetée dans une pharmacie en Suisse coûte moins de 100 francs. Par contre, on n'a aucun moyen de savoir si ces produits proviennent de chez Exit ou d'une autre source, mais ça confirmerait qu'il y a des doses suisses en vente actuellement. Ouais, en tout cas, bravo et merci encore à tous pour votre aide sur cette enquête. Bon après-midi. Bon après-midi, à bientôt. Alors forcément, une question se pose. Faut-il plus de réglementation ?
En Suisse, la question a déjà été débattue à de nombreuses reprises. J'ai même été très surprise en lisant ce rapport de 2007 qui pointait déjà des lacunes. Le rapport cite les risques d'abus suivants. Utilisation du stupéfiant pour une autre personne que celle désirant se suicider, utilisation d'une éventuelle dose restante, etc. Bon, à l'époque, toutes les pistes d'évolution ou de renforcement des règles ont été rejetées. Et le contrôle du suicide assisté a continué d'être délégué de manière intégrale aux associations. Mais cette pratique est loin de faire l'unanimité. Elle a d'ailleurs été récemment vivement critiquée par Samia Hurst. Elle est bioéthicienne et médecin. Écoutez. On a en Suisse une confiance incroyable dans les associations. C'est une des choses qui fait la richesse de notre vie civique, à part ça. Mais il n'y a aucun autre pays au monde qui me vienne en tête où on aurait confié l'aide au suicide à une assoce. Si vous voulez créer une association d'aide au suicide demain, vous pouvez vous inscrire comme si vous créiez l'amicale des parents d'élèves du club de foot de votre quartier, et c'est la même structure. Vu comme ça, c'est vrai que ça fait réfléchir. Mais à ce moment de l'enquête, on se dit qu'il y a forcément des garde-fous, un encadrement, des formations très poussées au sein de l'association Exit pour éviter tout risque. Mais c'est justement le deuxième point que m'a confié le lanceur d'alerte sur l'aire d'autoroute. Selon lui, la formation de base et continue des accompagnateurs serait insuffisante, voire même inexistante. Pourtant, on ne parle absolument pas d'une petite association. C'est l'une des plus puissantes de Suisse romande avec près de 35 000 membres. Et un capital avoisinant les 4 millions de francs. Mais là encore honnêtement, je suis allée de surprise en surprise. Sur le site de l'association Exit, il est écrit que les bénévoles doivent avoir une formation médicale, paramédicale ou jugée équivalente. On peut aussi lire « Vous bénéficierez d'une formation dispensée par des accompagnateurs responsables de notre association et ferez la connaissance d'autres accompagnateurs lors de rencontres organisées 2 à 3 fois par année. » Mais plusieurs témoignages viennent contredire ces points. L'homme que vous allez entendre est un ancien accompagnateur. Aujourd'hui, il ne fait plus partie de l'association, mais lui est resté fidèle. Et face au silence des membres d'Exit, sa parole est très précieuse. Est-ce que, si on se replonge dans ces années, au tout début de votre mandat d'accompagnateur, quel type de formation est-ce que vous avez reçu avant de faire votre premier accompagnement ? J'ai pas reçu à l'époque une formation, on va dire, poussée. Ça s'est fait finalement très rapidement parce qu'il y avait des parrains, des marraines qui, quelque part, nous mettaient en selle pour pouvoir aller de l'avant. Donc j'ai accompagné cette personne, cette dame, lors d'un accompagnement. Et puis, une deuxième fois, on allait rencontrer une autre personne. Et finalement, une fois la date du départ fixée, elle n'a pas pu venir, mais voilà, elle m'a dit « tu vas très bien t'en sortir tout seul ». Donc c'était pas énorme, vous y êtes allé quasiment au bout du deuxième accompagnement tout seul ? Oui, oui. On pourrait trouver ça un petit peu léger. Pour moi, ça ne m'a pas posé problème parce que je me sentais à l'aise de le faire et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, vous êtes en dehors de l'association, donc vous m'avez dit que vous pouvez parler justement avec une grande liberté, puis que vous avez pris du recul sur toutes ces années. Qu'est-ce qui, selon vous, serait urgent peut-être de changer dans le fonctionnement de cette association ? Moi, je pense qu'un soin apporté à la formation des nouvelles personnes qui vont accompagner, c'est quelque chose de primordial. Et il devrait y avoir un petit peu plus de suivi. Je trouverais dangereux de larguer comme ça dans la nature des accompagnateurs ou accompagnatrices qui ne sont pas bien formés. Vous êtes resté 8 ans. Est-ce que c'est déjà arrivé que des personnes décèdent de manière naturelle alors que la date de l'accompagnement était déjà fixée, alors que vous aviez déjà récupéré la dose, que tout était prêt finalement ? Oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que les proches m'appellent un jour ou quelques jours avant pour me dire « Écoutez, notre parent, notre papa, notre maman s'en est allé naturellement cette nuit, il ou elle s'est endormi hier soir et pas réveillé ce matin. » Donc, oui. Vous arrivez à estimer le nombre de fois que ça peut arriver ? Ça m'est arrivé peut-être une fois sur 15, peut-être, sur 15 dates fixées. Qu'est-ce que vous faites de la dose que vous avez récupérée en pharmacie, du pentobarbital, dans ce cas-là, très précis ? Alors, dans ces cas-là, les directives sont claires. On retourne en pharmacie les doses non utilisées. Donc, il n'y a pas normalement de dose dans la nature. Mais ça repose beaucoup sur la confiance, finalement. Ça repose beaucoup sur l'autodéclaration ou la bonne volonté de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice de retourner ces doses en pharmacie.
Bien sûr. Après, bon, on peut imaginer que s'il y avait des abus dans un sens ou dans l'autre, que ce soit d'Exit ou d'autres associations qui accompagnent en Suisse, ça amènerait rapidement l'étau à se resserrer et à amener un suivi beaucoup plus rigide. Mais vous avez conscience que ces doses-là, elles sont aussi très recherchées dans tous les pays limitrophes de la Suisse? Oui, moi j'ai des gens qui m'ont eu écrit de France pour me dire, voilà, je veux mourir, je suis prêt à vous donner n'importe quoi. J'ai même une fois une voiture qui est venue de France avec une personne malade et qui pensait que j'allais ici l'accompagner chez moi. Et puis malheureusement, elle a dû repartir. J'étais touché par la situation de cette personne. Mais la question se posait même pas. Petite pause un instant pour digérer tout ça. Car vous avez bien entendu, des accompagnateurs sont envoyés quasiment sans aucune formation pour accompagner des personnes en fin de vie. Et ce qui est sûr, c'est que André et notre lanceur d'alerte ne sont pas des exceptions, car j'ai pu confirmer ce point précis avec au moins un autre accompagnateur genevois. Alors, j'ai de nouveau écrit à Exit, et j'ai envoyé toute une série de questions très détaillées et relancées à plusieurs reprises, mais l'association a décidé de ne pas y répondre. Qu'à cela ne tienne, nous, on a continué l'enquête. Car il reste un dernier point abordé par le lanceur d'alerte, et pas des moindres, l'argent. Pour bien comprendre la suite, il faut avoir une chose en tête. En Suisse, le suicide assisté est légal et toléré. Mais pour ça, il doit être réalisé sans mobile égoïste, sous peine de tomber sous l'article 115 du Code pénal. Ce point est particulièrement important. Cela veut dire qu'en aucun cas, le suicide assisté ne doit être un moyen pour récolter de l'argent. Sur le site d'Exit, on parle d'ailleurs d'une activité bénévole et l'association précise qu'il s'agit d'un don de soi non rémunéré, même si une petite participation est donnée pour les frais occasionnés. Maintenant que vous connaissez le cadre, je vais vous révéler les documents internes, confidentiels d'Exit que nous avons pu obtenir auprès de différentes sources, dont notre lanceur d'alerte. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voici les montants touchés pour chaque accompagnement. 350 francs pour un accompagnement seul, 200 francs de plus si c'est pendant les vacances, 400 si une perfusion est posée. Ça, c'est ce que touchent les bénévoles pour une intervention. Mais certains en font des dizaines et des dizaines par an. Sur ce document interne, nous découvrons plusieurs milliers de francs de défraiement. En 2020, on lit les sommes suivantes. 23 050 francs en un an pour une accompagnatrice, et ici, 22 000 francs pour une autre bénévole. Sur ce point précis, et malgré nos nombreuses relances, l'association Exit Suisse Romande a refusé de répondre à nos questions et à nos demandes de statistiques détaillées par accompagnateur. Mais nous avons découvert que certains bénévoles accompagnent beaucoup plus de personnes vers la mort que d'autres. En un an, une bénévole a réalisé 35 accompagnements pour le compte d'Exit. Un membre du comité a lui accompagné 31 personnes dans leur suicide, recevant plusieurs milliers de francs chacun de défraiement. Alors, à partir de quand ces frais deviennent-ils des salaires déguisés? Quand faudrait-il les déclarer? Malheureusement, les règles sont très différentes d'un canton à l'autre, mais voici par exemple ce qu'il se fait dans le canton de Vaud. Sur la base d'un calcul d'approximation moyenne de certains menus frais, l'association détermine un montant forfaitaire maximum 1000 francs par an et par bénévole. Vous avez bien entendu, 1000 francs maximum par an et par bénévole. On est donc loin des dizaines de milliers de francs versés par l'association Exit. Pour autant, impossible de trancher la question du mobile égoïste. Sur ce point, les juristes que nous avons contactés sont divisés et la jurisprudence laisse une large place à l'interprétation. Je vous propose de retrouver André Bechler. Lui, il a réalisé environ 350 accompagnements au cours de sa vie et il a accepté de répondre sans phare à toutes mes questions. À chaque dossier, vous recevez de l'argent, c'est bien ça? Alors c'est vrai que des fois les gens comprennent mal le bénévolat. Disons que le temps consacré à cette activité est mis gratuitement à disposition. Ça, pour moi, c'est le bénévolat. Maintenant, si vous vous déplacez avec votre voiture privée, si vous avez des frais de photocopie, de téléphone ou autre, c'est normal que ces frais-là ne soient pas à la charge du ou de la bénévole. Et dans ce sens-là, Exit en était venu à proposer un forfait de 350 francs
à l'accompagnateur ou l'accompagnatrice qui prend un dossier. Et ayant beaucoup accompagné, je me rends compte que ce montant est quand même très réaliste. Je pense que si on fait une moyenne, moi j'ai fait le calcul avec mes kilomètres de voiture, bien finalement ce que je touchais était assez juste. J'ai dit tout de suite, la personne qui veut gagner de l'argent, il faut qu'elle trouve autre chose, peut-être les crypto-monnaies ou je sais pas. Mais si on fait ça, il y a quand même une vocation à la base. Après, on a pu peut-être observer parfois des personnes qui souhaitaient avoir plus de dossiers. Alors, de là à dire que c'était pour gagner plus, je ne ferai pas ce pas. Moi, je pense que les gens qui le font avec la plus grande sincérité. Mais cet argent, vous me confirmez que vous n'aviez pas besoin de le déclarer, c'est simplement des frais, il n'y avait pas d'impôt, pas d'AVS là-dessus? Effectivement, dès l'instant où ça couvre des frais de déplacement et des frais clairs, ça n'est pas un salaire déguisé. Maintenant, on peut imaginer que la personne qui accompagne beaucoup commence à toucher des montants un peu plus importants annuellement. Et le fisc pourrait s'intéresser ou s'interroger à dire « mais tiens, est-ce que finalement, c'est pas un salaire déguisé ?» D'accord, mais qu'en dit Exit? Après des semaines d'attente et un peu par désespoir de cause, j'ai décidé d'aller à leur rencontre caméra à la main lors d'un événement ouvert à la presse. Madame Genin, Monsieur Bise, pourquoi est-ce que vous avez refusé notre interview pour la RTS? Est-ce que vous comptez répondre à nos questions? Non, pas du tout. Vous avez annulé notre interview, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous... Aucune réponse. Madame Genin? Non, on ne répond pas pour le moment, merci. Au moment de la publication de cette enquête, Exit n'a souhaité faire aucun commentaire. L'association invoque une affaire en cours au tribunal. Voici ce que déclarait l'association dans le passé. Depuis plus de 25 ans, Exit aide ses membres à mourir dans la dignité. Nous respectons pour cela les conditions émises par l'Académie suisse des sciences médicales. Notre équipe est composée de femmes et d'hommes qui œuvrent de façon bienveillante et indépendante. Les accompagnateurs et accompagnatrices agissent dans le respect de la dignité des personnes, des lois fédérales et cantonales et des statuts de l'association. En aucun cas, une activité en rapport avec une assistance à l'autodélivrance ne peut donner lieu à une rémunération. Nous tenons à préciser que les familles contactées pour cette enquête se sont déclarées globalement très satisfaites de l'accompagnement de leurs proches par l'association Exit. Voilà, en tout cas, on arrive au bout de cet épisode. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous rappelle une dernière fois tous les contacts à joindre si vous êtes en situation de détresse, le 143, le 147 pour les plus jeunes ou le 3114. Et comme d'habitude, vous pouvez réagir, critiquer, commenter en nous écrivant à cette adresse, vraiment @rts.ch. Je serai ravie de prendre du temps pour vous répondre. Et si vous avez des pistes d'enquête ou que vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas, c'est la même adresse. Allez, cette fois, vraiment, ciao!